Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Voilà la question. Mais pour le comédien, c'est plus terrible encore. Un peuple d'assoiffés lui dit « Montre-nous comment nous parlons pour voir un peu qui nous sommes. » Et ça, il ne le demande pas aux footballeurs. Le sport. Le sport, c'est vrai. C'est pur. C'est pas des mots. Et les acteurs sont de plus en plus sportifs. Des athlètes affectifs. L'acteur se doit de n'être ni athlétique, ni affecté. Il est celui qui, au-delà de toute performance, ne peut plus que parler. Parle, oui, parle sans fin, comme un misérable. Parle, 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 écris, oui, et faites un miracle de l'acte le plus simple. Parlez. L'essentiel de la parole ne peut pas le dire. Soit. Mais faut-il se coudre la bouche pour autant? Car en parlant, l'homme montre les limites de la parole, et montre ces limites non pas comme des frontières, mais comme des rivages. Quand je vous parle, je déploie tout l'infini de ce qui, ne pouvant se dire, se montre dans le fait même de parler. La parole est l'apparaître de l'être. La parole est cet amour qui s'incarne dans l'oralité sous la forme d'une promesse. Quand un homme promet, il dit « Je te donne ma parole ». C'est de cette parole-là qu'il s'agit. C'est cette parole-là qui vient parfois dans l'exercice de la parole que nous faisons sur scène. Toute parole se soutient d'une promesse, est la forme d'une promesse. Nous avons remplacé le sublime par l'art, au nom du sublime. Nous avons remplacé l'art par de la culture, au nom de l'art. Nous avons remplacé le culturel par de la communication, au nom du culturel. Nous avons remplacé la communication par une tombola, au nom de la communication. Et nous avons remplacé la tombola par la tombola, et la tombola par la tombola, et la tombola par la tombola, et la tombola par une tombola. Et la pensée, et la démocratie, et le désir, par une tombola bien pensante, une tombola démocrate et une tombola désirante. Avec la tombola, nous avons atteint le sommet de la civilisation, c'est-à-dire le suicide collectif. Nous avons remplacé le lyrisme même du suicide par une tombola. On ne dit plus « Chante mon âme, chante ton exil ». On dit « Le gagnant a gagné un lot ». Oh, merci, merci pour le lot, vraiment, merci. Mais quel lot? Un lot, des lots. L'important est d'avoir gagné un lot. Cela permet de concourir pour le gros lot. Quel gros lot? Le lot des lots. Il est celui qui révélera à quoi servaient les lots. Il est la mère porteuse de tous les lots. Oh. Le gagnant de cette tombola n'est pas l'homme de la rue. Le gagnant de cette tombola n'est pas le dictateur. Le gagnant de cette tombola n'est pas le bourgeois, c'est le médiocre. Qu'est-ce qu'un médiocre? C'est pire qu'un traître. C'est celui qui ne se contente pas d'avoir renoncé à être un héros, mais s'en flatte, mais fait de son renoncement l'arme de son pouvoir. C'est celui qui convoque un théâtre puissant pour chanter les louanges de la démission de la pensée. Le médiocre est l'être communicant par excellence. Il est le produit idéal du système culturel. Le médiocre est le sportif idéal de la tombola. La tombola est un sport.
C'est le sport qui consiste à vivre sans parole. Jeunes gens qui vous apprêtez à franchir la frontière sacrée de la scène, ne défigurez pas l'humain. Ne défigurez pas l'alliance de l'homme avec son dire. La parole est une promesse. L'acteur entre en scène et parle. Quoi de plus banal? Quoi de plus miraculeux? C'est la souffrance surmontée qui donne puissance à sa parole. C'est cela qu'il faudrait voir. Alors, les mots ne seraient pas simplement billes de verre échappées du collier brisé de l'anecdote. Je parle au nom du Père, je parle au nom du Verbe qui ne dit que lui-même dans la réflexivité suprême de sa lumière. Il s'agit de se confondre avec son dire, avec le désir de dire. Avec le désir de dire, qui est la seule chose dite par le dire, se confondre avec son dire, comme le Christ est confondu avec la croix. Je parle. Et en parlant, je fais dire à travers cette bouche mortelle des mots qui, eux, ne mourront pas. Une seule parole, mais laquelle? N'importe laquelle convient à celui qui veut dire vraiment. Dire quoi? Après tout, on ne dit jamais que je souffre avec toi. Je souffre avec toi est la guérison. Je souffre avec toi. Voilà. Grande joie dans l'insomnie du malheur. Je souffre avec toi peut se dire, là est le miracle. Et peu importe si cela est dit maladroitement, si cela est dit en vérité. Une sensation bizarre me dévore. Des obus éclatent dans ma gorge. J'en viens à faire jaillir des mots. Je parle et je parle, seule dans ma nuit. J'aspire à vaincre quelque chose qui me hante. Une phrase, vouée à me coudre un destin terrifiant. Tu seras. Depuis que mon amour s'est effrité, une triste chanson se couche le long de mon corps. Je me parle à moi-même et mes mots vont jusqu'à silence. Cette absence qui me taraude. Je parle et c'est mon cri, souffle suprême qui me tient debout dans ma rage comme une musique libératrice. Voilà, je me raconte comme ça, dans le vide, sans prétention d'offrir des cris aux voix vierges du monde, sans prétention de fléaux d'encre sur page intacte. C'est tellement léger et peut-être totalement insignifiant que de parler dans l'absence. Mais il n'y a rien de précieux dans une parole qui serait faite seulement pour remplir. Remplir des oreilles, remplir des bouches, remplir des pages, d'autres bouches, d'autres voix. Les mots aiment se jeter dans le vide. L'important alors, c'est de faire le vide et de les laisser couler. Toute gueule qui parle a une histoire. La mienne n'a rien de singulier. Si je parle, c'est pour déblayer ma traversée, alléger ma course. Je me parle et j'ai l'impression de pousser mon chant à se cogner au ciel pour faire tomber des étoiles sur mon visage. Tu seras seul. Tu seras seul dans la nuit.
Tu seras seul dans la grande nuit. Me voici, récit des abysses, en quête d'un asile au bout des lettres. Une parole m'habite, tel un caillot de sang m'aidant à mourir en silence, dans l'écho brisé des éclairs. Je crache, mais les mots n'ont nulle part où tomber. Ma voix se fait symphonie de tombes, chant habile à bercer le Sahara. La vie appréhende la pâleur à la vue de mon visage. Me voici, fleur mutilée, en quête d'un refuge dans la terre obscure. Et par ce débordant ruisseau de mots, rafale de lettres explosant les limites de ma langue, qu'ai-je à cracher? Un alphabet de volcans, de mots rouges, de mots blessés par le feu des violences. Je sens mon cœur lentement chavirer vers le néant. La nuit pue l'ennui. Comme un cadavre qui n'a pas encore pris son bain, ça sent le rêve raté. Heurté contre une tranchée de souvenirs, je braque le sommeil sans succès. La nuit, parfois, ne ressent aucune pitié. Elle nous habite pour exiler toute paix et coloniser la porte des rêves. Ennui et vide s'octroient résidence dans l'esprit. Ainsi n'est-il plus de songe qui ne soit tissé de terreur? Me voici, courbé sous les coups, mon front criblé de javelots d'angoisse. Un naufrage dévale mon élan. L'au-delà chante, et chante encore parmi mes cris d'envol. Lourd requiem que martèle la vie à l'orée de mes rêves, à l'embouchure de mes jours. Je remue mon ciel de poussière, je bois aux flammes des vertiges. Oh. Depuis le départ de silence, je ne compte plus de membres pour ramper dans les coulisses de l'amour. Je roule dans ma masse sombre de solitude. Le pouls de mon cœur devient ce bruit sec qui rivalise avec les déserts. La fille sans merveille que je suis porte une part de vie dont elle ne voudrait pas vraiment. Je tremble sous un fardeau d'œil mouillé pour l'absence d'une bien-aimée que j'ai connue le temps d'un jour. Même si parfois mon visage défie la tristesse, à la vérité, je suis une âme qui se débat dans les ténèbres. Une fille, voguant seule, avec des collines dans la tête, mais nulle échelle pour les gravir. Comme un goût de chute, pour moi, qui mettrait du temps à redorer mes loques, recoudre mes brisures. Silence n'est pas un point égal à d'autres dans l'horizon de ma vie. En elle, le temps d'un voyage au pays de nos corps brûlés de désir, j'ai senti un cœur où compter ma démesure, l'autre humain avec qui porter ma folie, une fille que j'aime sans rien pouvoir d'autre. Et voici qu'a disparu cette part de lumière. Tout ce qui reste de moi, c'est une cave de mots âcres, une coulée de phrases sales. Voici que s'éloigne de moi ma lune, mon cœur miroir. Et tout ce qui subsiste de mon chant intérieur, c'est une flopée de métaphores engluées d'images pâles, un poème douleur. Ni le sable de toutes les mers
ni le blé de Chine, ni les corps humains pris pour dépôt de bombes en Syrie, ni les bouches en manque de pain, ni les réfugiés mutilés au scalpel des frontières, ni les balles qui font musique à Port-au-Prince, ni les cadavres du Titanienne, rien au monde ne peut égaler les dégâts légués à mon être par l'absence de mon amoureuse d'un jour. Je suis belle, on me l'a dit. Je suis laide, on me l'a dit. Mais ce n'est pas pour vous que je le suis, messieurs, mesdames. N'essayez pas sous cette robe, qui pourrait être de n'importe quelle couleur, de prévoir les points sensibles d'un corps qui n'est pas pour vous. Ni sous le phare de mes lèvres, le secret d'une bouche qui restera pour toujours, pour moi-même, un secret. Ni le sens des reflets de mes yeux, qui resteront pour vous, pour toujours, des yeux vides. Ma bouche qui bouge devant vous n'est pas habitée de paroles ordinaires. Ma bouche ce soir est habitée de paroles qui ne sont pas à moi. De paroles qui ne sont pas des chansons, ni des charmes, mais balles de fusil, reflets d'épée. Et je suis attaché aux paroles de ma bouche comme une langue de feu au souffle exterminateur. Allons. Où croyez-vous être? Derrière moi, derrière cette muraille, moins solide qu'on ne croit, il y a la nuit, il y a la ville, moins sûre qu'on ne croit. La ville où travaillent côte à côte les ingénieurs, les prêtres, les faiseuses d'anges, les philosophes, les bouchers, les amants, et celles qui lisent dans l'avenir. Ces vitres bien lavées et ces enseignes lumineuses vous ont souri du sourire de ces femmes miraculeuses. Mais il suffirait d'une main pâle et silencieuse, d'une main pâle qui appuie à peine sur une manette, sur la gâchette d'une mitrailleuse, se ferme sur le manche d'un couteau, une main pâle qui fait dans le vide le signe de l'épouvante et de la destruction. Et les villes mal attachées se prennent à glisser, les villes éteintes, les villes poisseuses, de cris étouffés, de gargouillements, de chuintements bizarres. Moi, sans cœur, sans corps, bouche, suspendue dans l'orage sonore, bouche ouverte et qui crie vers vous devant moi, vous-même. Que savez-vous de vous-même? Que voulez-vous pour vous-même? Au juste. Au juste! Vous êtes ridée, haineuse, bonne, douce, tendre, farouche, fou, secoué de fureur, étoilé de sanglots et de rires, malade,
jeune, tendre, épanouie, flétrie, aux portes de la mort, épanouie, sanglante, candidement rieuse, comme vos images dans les journaux érotiques. Vos images que reflètent tous les yeux qui s'ouvrent sur vous. Oh, image! Celui qui fait ici crier ma bouche fait maintenant s'ouvrir mes yeux sur vous, en train de mourir, sur vous en train de vivre, sur vous ici à distance inégale d'une vie inconnue, d'une mort sans mystère. Yeux qui s'ouvrent sur vous, mes yeux, yeux étranges pour moi-même, yeux ouverts, yeux dilatés, yeux fixés sur vous. Mes yeux ne vous voient plus, mes yeux ne voient plus, ils regardent. Mes yeux sont maintenant opaques, comme les yeux terribles des statues, mais souples et chauds, comme une chair secrète quand s'avance le désir dans le fracas des sanglots, des baves et des cris. Mes yeux, souples et mobiles comme les doigts gantés d'une main dangereuse, s'avancent vers vous, vous frôlent déjà, vont vous toucher. Monstre, invisible à moi-même, j'ai quitté la place que j'occupe devant vos yeux. Monstre, invisible, je palpe l'invisible. Je rencontre les monstrueuses formes invisibles qui sont vôtres et que jamais ne vous ont révélé vos infidèles miroirs. Des mains de pierre à la place de vos mains si douces. Une ventouse obscène à la place de vos charmantes lèvres. Une eau torpide à la place, sous votre peau pure, de votre désirable sang qui fait votre chair toute rose et indécise à leur troupe de l'amour. Mais voyez, si possible, voyez, par-dessus vos têtes, l'arbre de vie et l'arbre de rêve mêlent avec une vertigineuse lenteur leurs branchements d'ossements pâles. Ici vivent les bêtes fabuleuses qui nouent et dénouent les fils du temps, qui mêlent et démêlent les couleurs de l'amour. Ici s'éveillent les merveilleux oiseaux à face de désastre qui ressemblent étrangement à votre face. Étranges oiseaux, prisonniers, volontaires de votre propre chevelure. Oiseaux athlétiques, nourris à votre insu de vos misères, de vos miracles. Oiseaux qui vous guettent nuit et jour et qui sont seuls à savoir qu'il ne faut pas désespérer de vous. Ouvrant soudain, tous ensemble, leurs justes ailes, leurs ailes impitoyables, et tous, sanglants, rayonnants, plus purs que l'espérance de la lumière, vous arrachent à vous-même, vous rendent à vous-même, dans un rire immense, dans un sanglot démesuré, dans un furieux tourbillon d'ailes. Marcel? Non? Marcel? Tout est fini. Je vous hais, Marcel. Je haïrais jusqu'à votre nom. Si je pouvais haïr le nom que j'ai donné à mon fils par amour pour vous, alors que vous n'étiez encore que l'ami de mon mari.
Pauvre Jules, que vous avez bafoué, trahi, profitant de sa confiance. Je vous le dis, Marcel, je hais jusqu'à votre nom, et j'aurais changé le nom de mon petit garçon dans les appellations affectueuses si je n'avais craint d'offenser mon père, qui est son parrain, comme vous le savez. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi ce subit changement dans vos sentiments intimes de femme? Pourquoi? Oh, j'entends votre voix que vous savez rendre séduisante avec l'habileté des hommes. Car qu'y a-t-il de plus malin qu'un homme qui veut sa proie de désir? Vous allez me rappeler cette nuit de voyage, où Jules me croyait chez Madame de Lanthenay, votre ancienne maîtresse, d'ailleurs, car j'en sais long. Mais je parlais de cette nuit de voyage. Bien. Sachez, Marcel, que c'est la seule nuit où je vous ai aimé. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. Vous allez me rappeler ce que je disais de vos yeux, parce que j'aimais vos yeux. Ne peut-on pas aimer les yeux d'un homme sans l'aimer lui-même? Eh bien, je ne vous ai jamais aimé ce qui s'appelle aimer, j'ai cru vous aimer. Et j'avais pitié de votre passion pour moi seulement. J'ai cru vous aimer. Et comme disait saint Augustin au couvent de la rue de Vaugirard, c'est l'amour que j'aimais. Je n'ai jamais aimé mon mari. Honnête homme et tendre, mais prosaïque. Et j'avais cru trouver en vous le gentilhomme sous un nom roturier. Vous m'aviez dit que vous étiez le fils naturel du duc de Berry. Et là encore, vous m'aviez trompé. Les hommes sont abîmes de perdition et de mensonges. Je cherchais l'assouvissement d'une âme féminine qui a placé l'idéal au-dessus du ravaudage des chaussettes, et je n'ai rencontré que les abîmes de la perdition et du mensonge. Marcel, vous m'avez menti et je pardonne tout, sauf le mensonge. Vous m'avez menti quand vous m'avez dit que Madame de Lanthenay n'était rien pour vous. Alors que c'est une personne sans cœur, qui pour se consoler de ne plus vous appartenir, étant tombée dans la dévotion, protège vos amours avec les autres femmes, comme cette Merteuil, dans le livre des liaisons dangereuses que vous avez eu la perversion de me faire lire. Valement vous-même, Marcel. Vous m'avez menti quand vous m'avez dit que cette Marguerite Bélanger, la propre maîtresse de l'empereur, vous déplaisait, alors que vous vous faisiez présenter chez elle par un petit rastaquouère de vos amis, le cocodès bien connu Gontran de Limaille, qui est le fils d'un épicier de Blois nommé Limaille, tout court. Vous oubliez que je suis aussi de Blois. C'était le fournisseur de ma mère, ainsi vous voyez que je sais tout. Ce que vous avez fait avec cette femme, je l'ignore et je veux l'ignorer, n'étant pas de ces personnes jalouses qui préfèrent les joies de la méchanceté à celles de l'amour et préfèrent se torturer elles-mêmes plutôt que laisser la paix à ceux qui ont l'imprudence de leur demander du bonheur. Vous voyez que je ne suis pas une sotte, comme vous l'avez déclaré à Madame de Lanthenay. Sa femme de chambre l'a dit à mon cocher. Mais laissons là ces pauvretés d'antichambre. Je n'aurais pas la bassesse d'en tenir compte, croyez-moi, si vous ne m'y forciez par votre attitude impertinente. J'arrive au cœur de la question. Vous m'avez écrit lundi. Je serai de retour de Trouville, où je cours sur un cheval de Morny mardi, et je volerai à vos pieds. Ayez vos petites pantoufles de velours bleu que j'aime tant, pour que je les baise comme je fais ici de vos doigts de rose. Vous m'avez menti, car vous n'étiez pas à Trouville, et vous ne courez jamais que les malheureuses séduites par vos yeux ingénus et cruels. Mardi, j'ai reçu d'un individu qui ne portait pas votre livret un billet qui n'était pas cacheté à votre sceau. Comtesse, attendez-moi mercredi. Marcel. Le mercredi est mon jour. J'ai fait dire que j'étais souffrante et que je ne recevais pas. Quelle journée abominable, si je vous avais aimé, Marcel. Chaque coup de sonnette eût résonné dans mon cœur. J'aurais ouvert et refermé 20 livres. Ouvert et refermé 100 fois mon Pleyel sans y toucher.
gourmander mes domestiques, renvoyer mes enfants, mais, Dieu merci, je ne vous aime pas. Et ne vous ai aimé que lors de cette nuit de voyage en berline. De quoi donc me plaindrais-je? De votre impertinence, Marcel. Vous étiez chez Madame de Lantonnay qui a son jour le mercredi et qui se fait un jeu de me prendre mes habitués. Elle me prend le plus fidèle et le plus cher. Adieu, Marcel. Celle qui ne vous a jamais aimé. Cécile. P.S. J'ai trouvé sur mon prie-Dieu la force de vous pardonner. Comme ce meuble est un cadeau de ma sainte grand-mère, les inspirations m'y viennent de sa pauvre âme. Tout est fini, Marcel, la haine aussi bien que l'amour, mais, pour éviter les calomnies du monde, ne négligez pas mes mercredis. Vous n'y lirez sur un front serein que les marques d'une dignité froide et d'une dédaigneuse charité. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie, car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Faites de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi, avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe. Et je serai peut-être un dieu. Peut-être un dieu si j'effleurais ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre, suspends-moi, corde à linge sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Rallume les étoiles de l'enfance et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour, au nid de ton attente. La mère a dit: je n'ai pas compris quand ils m'ont dit qu'il vient de se marier. J'ai poussé des youyous, dansé, chanté jusqu'au bout de la nuit. Les veilleurs sont partis, me laissant seule au milieu des paniers de lilas. J'ai demandé: où sont les nouveaux mariés? On m'a répondu: là-haut, 2 anges achèvent les rites de la noce. J'ai poussé des youyous, dansé, chanté jusqu'au bout de mes forces. Mon amour, quand donc s'achèvera ta lune de miel? Il y a des morts
qui sommeillent dans les chambres que vous bâtirez. Il y a des morts qui passent dans les lieux que vous démolissez. Il y a des morts qui visitent les ponts que vous construirez. Et il y a des morts qui éclairent la nuit, des papillons qui arrivent à l'aube pour prendre le thé avec vous, calmes, tels que vos fusils les abandonnèrent. Laissez donc, ô invités des lieux, quelques sièges libres pour les hôtes, qu'ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts. Et alors, ceux qui naîtront, ils naîtront sous les arbres, ils naîtront sous la pluie, et ils naîtront de la pierre, et ils naîtront des éclats, et ils naîtront des miroirs, et ils naîtront des défaites, ils naîtront des recoins, et ils naîtront des bagues, et ils naîtront du commencement, et ils naîtront des bourgeons, et ils naîtront sans fin, et naîtront, et grandiront, et seront tués, et naîtront, waseyuladun, wayektalun, wayekparun, wayuladun, wayuladun. Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais faible et fatigué, sur main précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre, ce n'est que cela, et rien de plus. Distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain m'étais-je forcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse. Ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qu'ici on ne nommera jamais plus. Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour, si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressai, répétant « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, quelques visiteurs égarés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre, c'est cela même, et rien de plus. » Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N'hésitant donc pas plus longtemps, « Monsieur !» dis-je. « Ou madame ?» En vérité, j'implore votre pardon, mais le fait est que je sommeillais, et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement, vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu'à peine étais-je certain de vous avoir entendu. Alors j'ouvris la porte toute grande. Les ténèbres, et rien de plus. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de doute, de crainte, rêvant des rêves que nul mortel n'a jamais osé rêver. Mais le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité ne donna aucun signe, et le seul nom qui fut proféré fut le nom chuchoté. Lénore, c'était moi qui le chuchotais. Et un écho répondit à son tour le nom Lénore, purement cela et rien de plus. Rentrant dans ma chambre et sentant en moi toute mon âme incendiée, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. Sûrement, dis-je, sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre. Explorons ce mystère. Et voyons donc ce que c'est. Laissons mon cœur un instant se reposer et explorons ce mystère. C'est le vent et rien de plus.
Je poussai alors le volet, et dans un tumultueux battement d'ailes entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas une minute, mais avec la mine d'un lord ou d'une lady, il se percha. Au-dessus de la porte de ma chambre, il se percha. Sur un buste de Pallas, juste Au-dessus de la porte de ma chambre, il se percha, s'installa, et rien de plus. Mais cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien ou la sévérité de sa physionomie, induisant toute ma triste imagination à sourire, « Bien que ta tête, lui dis-je, soit sans huppe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron. Lugubre et ancien corbeau, voyageur au rivage de la nuit, dis-moi, quel est ton nom seigneral au rivage de la nuit plutonienne ?» Le corbeau dit « Jamais plus !» Je fus émerveillé. Que ce disgracieux volatile entendit si facilement la parole, bien que sa réponse ne fît pas un bien grand sens et ne me fût pas d'un grand secours, car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que jamais plus. Mais le corbeau perché solitairement sur le buste placide ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus. Il ne remua pas la moindre plume, jusqu'à ce que je me prisse à murmurer. D'autres amis déjà se sont envolés loin de moi. Vers le matin, lui aussi me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. Le corbeau dit « Jamais plus !» Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d'à-propos, sans doute, dis-je, ce qu'il prononce est tout son bagage de connaissances, qu'il eût pris auprès de quelque maître infortuné que le malheur impitoyable aura poursuivi ardemment jusqu'à ce que toutes ses chansons n'aient plus que ce même refrain, jusqu'à ce que le de profundis de son espérance n'ait plus que ce mélancolique refrain, jamais, jamais plus. Mais le corbeau, induisant encore ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un fauteuil à coussin en face de l'oiseau et de la porte et du buste. M'enfonçant dans le velours, je m'attelai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, sinistre, maigre, faible et augural oiseau des anciens jours cherchait à faire entendre en croissant son jamais plus. « Prophète !» dis-je, « être de malheur, oiseau, démon, mais toujours prophète !» Que tu sois un envoyé du tentateur, ou que la tempête t'ait simplement échoué, naufragé, mais toujours intrépide sur ces terres désertes, ensorcelées, dans ce logis par l'horreur hantée, dis-moi, sincèrement, existe-t-il ici un baume de Judée? Dis, je t'en supplie. Le corbeau dit « Jamais plus !» Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète. Par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée par le chagrin. Si, dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une sainte fille que les anges nomment Lénore, une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit « Jamais plus ». Moi, j'ai été pris. Quand je participe à une réunion, je m'assois, je sors le revolver et je le pose sur la table. C'est juste une technique. Je l'utilise pour vivre en paix avec mes semblables. Je pense aux chambres cylindriques
où sont logées les cartouches, à la pression sur la gâchette qui relève le chien tout en faisant tourner le barillet qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pense au chien qui, atteignant son point mort, autrement dit son extension maximale, s'abat sur la charge de poudre de la cartouche et fait partir le coup. Moi, j'ai une technique. Quand je participe à une réunion, je m'assois, je sors le revolver et je le pose sur la table. Bien entendu, certains pourraient croire que l'attention qu'on me porte découle exclusivement du revolver que j'exhibe au grand jour. Bref, que mes interlocuteurs sont influencés par ce revolver. Alors, pour qu'il n'y ait plus aucun doute, je me suis mis à le garder dans ma poche. Certains savent que j'ai un revolver. Mais à mesure que le temps passe, je rencontre de nouveaux interlocuteurs qui ignorent sa présence. On peut donc dire que j'ai une nouvelle technique. Quand je participe à une réunion, je m'assois et je pense. Sans jamais regarder le revolver, ni en parler, ni le montrer, je peux y penser constamment. Même quand je croise dans l'escalier mon voisin d'à côté, le vieux colonel à la retraite, ou quand je vais au bar prendre un café, ou quand je parle avec ma femme. Moi, je me confronte à l'humanité. Je la regarde bien en face. Je pense au revolver et une sorte de magie opère. Un changement dans ma perception du monde. Tous les êtres qui m'entourent aussitôt se transforment en cibles. Non pas que je tire sur eux pour de vrai, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais la possibilité de le faire me les fait voir comme des silhouettes. Des silhouettes immobiles ou en mouvement. Des silhouettes parlantes, mais des silhouettes en tout cas. Chacune munie de sa cible, dessinée sur son front ou autour de son cœur. Je croise le colonel à la retraite qui sort de l'ascenseur avec ses gros sacs de courses. Supermarché jusqu'à midi. Le mercredi, il y a une réduction pour les retraités. Dit-il en me montrant les cochonneries qu'il s'achète. Je l'aide à porter ses courses jusqu'à sa porte blindée. Je pense au revolver dans ma poche. Je regarde la cible. Je souris. Et lui souhaite une bonne journée. Je descends prendre un café. Le barman qui a mis ses mains à tremper dans l'eau de l'évier et qui a une tache marron sur sa chemise blanche demande « Vous désirez ?» Je pense au revolver dans ma poche. Je regarde la cible. Je souris. Et je lui dis « Un café serré, s'il vous plaît. » Ma femme me parle de sa crème à l'extrait d'écorce de bouleau pour lutter contre les vergetures sur ses fesses. Moi, je pense au revolver dans ma poche. Je souris et je lui masque derrière. Si je ne sors pas le revolver de ma poche pour tirer dans la cible, c'est juste parce que c'est mon choix. Mais la possibilité de le faire me procure un grand soulagement. Avoir une alternative. L'alternative de tirer sur le colonel à la retraite en le faisant exploser au milieu de ses gros sacs de courses. De faire sauter la citrouille du barman. De tirer dans le cul rimbolot de ma femme. Son cul tout huileux d'extrait d'écorce de bouleau. Moi j'ai une technique. J'ai toujours le revolver dans ma poche. Je n'en parle pas, je ne le montre pas, mais j'y pense constamment.
Une fois, j'ai fait une expérience. J'ai délibérément laissé le revolver dans le tiroir de ma table de chevet et je suis sorti de chez moi. Dans l'escalier, j'ai croisé le colonel à la retraite. Il hannait au milieu de ses sacs remplis de cochonneries. L'ascenseur est en panne, m'a-t-il dit. Justement aujourd'hui, un mercredi, le jour où je fais mes grosses courses. Il était en sueur. La sueur dégoulinait sur son visage gras. Sa chemise était maculée de sueur. 2 grosses taches sous ses aisselles et une sur son ventre. L'ascenseur est en panne, disait-il. Tandis que je cherchais la cible sans la trouver. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit faire la conversation. J'ai couru au bar. Je me suis dit, je vais prendre un café et ça va me passer. Le barman avait mis ses mains à tremper dans l'eau de l'évier. Quand il m'a vu entrer, il s'est essuyé sur son tablier tout crasseux et il m'a demandé « Vous désirez un café ?» Ai-je répondu, comme si je posais la question, comme si c'est moi qui le lui proposais. Il a ouvert le lave-vaisselle. Il en a sorti tout un tas de tasses toutes brûlantes. Il les a empilées sur la machine à café. Il a fait lâcher un petit jet de vapeur. Et d'une main, encore mouillée, il m'a donné la tasse. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit prendre un café. J'ai couru chez moi. Ma femme m'a ouvert la porte, les cheveux tout mouillés. Une serviette éponge sur les épaules et la teinture en main. Est-ce qu'on voit encore les racines ? M'a-t-elle demandé, en me montrant ses cheveux gris. Est-ce qu'on voit encore les racines ? Et moi, je cherchais la cible sur cette tête à demi colorée, mais il n'y avait que des cheveux encore trempés de mousse. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit regarder les racines. Alors j'ai couru dans la chambre à coucher. J'ai pris le revolver dans le tiroir. Je l'ai serré très fort dans ma main, en appréciant la froideur du métal, la lourdeur de la pièce. Puis je l'ai glissé dans ma poche. Ma femme m'a rejoint. Ses cheveux dégoulinants de mousse sur ses oreilles. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que t'as ?» Je l'ai regardé en pensant aux chambres cylindriques où sont logées les cartouches, à la pression sur la gâchette qui relève le chien tout en faisant tourner le barillet qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai pensé au chien qui, atteignant son point mort, autrement dit son extension maximale, s'abat sur la charge de poudre de la cartouche et fait partir le coup. Et j'ai répondu « Rien, ma chérie. Maintenant, ça va mieux. » Et sur son front, la cible a reparu. Le petit cercle coloré, avec le point au centre. Moi, je vous vois à la télé. Je vous lis dans les journaux. Politicien, banquier, président de conseil d'administration. Et je sais parfaitement ce à quoi vous pensez.
quelque discours que vous fassiez, de la justice à l'immigration, de l'économie à la Constitution, vous pensez toujours à la même chose? Au pistolet que vous avez dans la poche. C'est pour cette raison que vous nous regardez comme un tas de silhouettes. C'est pour cette raison que vous parlez à main armée. C'était l'enseignement de la cruauté et du désamour. Rien ne s'épuise. Tout peut toujours renaître. Et l'amour, comme une maladie, reviendra toujours vérôler toute notre brutalité. Ici, il t'avait fait confiance car un jour tu as dit « Je suis un pays. Je suis là pour vous tous. Mon corps est à vous. Je souffrirai pour vous. Je tomberai avant que le premier d'entre vous ne tombe, avant que tout ne s'évapore en un nuage de chaleur. » Quand je me suis enfuie de la prison, de ton jeu de télé-réalité, j'ai cherché. Ne t'inquiète pas, la Terre ne va pas sombrer, nous ne nous diffracterons pas en intelligence artificielle, nous nous aimerons et tout s'arrangera. Je n'ai rien trouvé que mon imagination. Et j'ai vu dans tout ce vide immense plus de beauté et plus de grandeur que tous les avenirs proclamés de tous les prophètes de toute notre histoire. Tu sais, la mort n'est qu'une de ces histoires que notre maman nous racontait pour nous faire peur. Et vous, écoutez-moi. Vous êtes nombreux. Nous sommes seuls ici, dans toute cette immensité. Nous sommes morts, mais vous êtes vivants et réels. Alors écoutez-moi, vous savez, nous sommes plus que des écritures diffractées dans les âges. Nous avions regardé et nous n'avions rien vu. Mais vous, quand vous regardiez, vous entendiez nos âmes. Quand nous étions oisifs et tranquilles, vous étiez apeurés et vous criez. Quand nous réprimions le monde, vous l'enlaciez en vous souillant dedans. Quand nous avions demandé d'anéantir le monde, vous l'avez embrasé en le caressant de votre immense silence, de votre immense écoute. Et nous disions, les gens de notre ville sont devenus des demi-intellectuels à force d'être face à des spectacles et à des racontards. Et vous vous êtes dit, c'est bien. Nous avons pu voir l'immensité de quelques heures devenir intemporelle. Ça doit être ça, l'amour. L'intemporalité des minutes passées les uns avec les autres. Ça devrait être ça, l'amour. Maintenant, je vais disparaître et vous allez apparaître. Je vais disparaître. Vous allez apparaître. Vous le savez. Vous savez qu'on ne regrette pas un temps immortel qui se remplit en un fracas de rêve.
Vous savez que ce n'est pas la jeunesse qu'on regrette, mais la promesse. On ne regrette pas la jeunesse, mais la promesse. N'ayez pas peur. Les nkengegi sont des plantes équatoriales aux longues feuilles coupantes. Au Congo, elles sont utilisées pour protéger les enclos des bêtes sauvages. Celui qui est à l'intérieur de l'enclos est protégé, mais il est enfermé. Et celui qui est à l'extérieur de l'enclos est en danger, mais il est libre. Mesdames et messieurs, dans un très court instant, cette pièce va s'arrêter net comme le soupir d'une femme. Elle ne va pas finir, elle va juste s'arrêter parce que les comédiens en ont marre. Et ce sera précisément quand la fête va commencer et qu'un à un se tirera une balle dans sa petite tête de con. Oui, c'est l'endroit indiqué par l'auteur pour permettre au public d'avoir une large perception du vertige. Vertige, c'est le mot préféré de l'auteur, après urgence et solitude. Vertige compris dans des convulsions paludiques, pathétiques, affolées par lui. Alors, avant de vous donner la parole, pendant cette merveilleuse et très drôle soirée, sous le signe de réflexion et surprise partie, où deux de nos envoyés sont en train de représenter le fleuve et la forêt dignement d'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention, sur ma disparition imminente. J'ai refusé la justification des choses depuis que le monde a été créé par des couillons. C'est là mon acte de résistance, ça coûte très cher. Et où étiez-vous, bordel, quand ça foutait le carnage et la beauté du massacre? Je suis un corps ineptique, une langue de là où naissent les fleuves et les forêts, où courent les savanes, où les enfants sont des rois. Je suis l'énigme du matin qui se résout dans le proverbe de la nuit. Quand vous me jouerez moi, ne semblez rien, ne léchez rien, n'imitez rien, ne copiez rien, faites pas de maquette. Soyez vous, en une seule fois et à la fois. Et mangez-moi! Bonsoir. Voilà, c'est fini. C'est le début de la fin, quoi. Quitte à tout faire à l'envers, envers et contre tous, je vais commencer mon texte par la fin. Vous dire aussi que si ce texte n'est pas le mien, c'est sans conteste, dans ce contexte, un peu le nôtre. Ouais, vous qui enseignez, nous qui apprenons, toi qui entreras peut-être, moi qui sors sûrement. Ceux qui raturent, Nabo, Arthur Rimbaud, celles qui luttent pour, comme Simone, voir beau. Non, ce texte n'est pas le mien. C'est celui de Pierre Faurille, un étudiant sortant d'HEC. Alors, moi qui rêve d'achever, de VIP sans DFE, nous qui craignons tous un jour de décéder, je voulais partager avec vous ces mots de Faurille, de sortie d'HEC. Je vais commencer mon... Oui, vous dire aussi que toute ressemblance avec une autre école à 3 initiales serait tout bonnement fortuite. Je vais commencer mon texte par la fin, puisque La Fontaine nous le rappelait très justement. En toute chose, il faut considérer la fin.
Ouais, mais considérer, c'est pas simplement penser. N'en déplaise à Pascal. Non, considérer, c'est aussi anticiper, pour à la fin ne pas avoir l'air d'un con. Un con sidéré. Ouais, putain. Alors, en cette fin de soirée, laissez-moi vous parler en ce discours, et long à la fois, de toutes ces fins que j'ai pour ma part envisagées. D'abord, une fin d'année, celle qui nous réunit ici, en ce soir de février. Ouais, cette année-là. Cette année si particulière. La dernière pour nous, après des mois à travailler pour arriver devant vous. La fin tant désirée. Alors en septembre, avec cette tendre naïveté, je me demandais, HEC, le Graal absolu pour de vrai? HEC qui prône la réussite, qui refuse l'échec, sauf pour les encaisser. HEC où le prix du bonheur, c'est 16 000 € l'entrée. HEC où on se lève rarement de bonne heure, puisque la règle ici c'est l'inverse du sarkozysme. Ne plus travailler pour gagner plus. Ne plus travailler pour gagner plus. En quelque sorte, ne pas avoir labeur, mais l'argent du labeur. HEC, le lieu des meilleurs, celui de la vie en école. Cette sorte d'école de la vie, où j'ai certes, avec vigueur, beaucoup appris. Et pourtant, de la flamme qui avait brûlé en moi ne restait que la flemme. Des cendres à moitié consumées. Dans le feu de l'action, j'avais gagné cette conviction, la voici. Cette école n'est pas une fin en soi, ni la preuve de rien, loin de là. Parce que ces trois lettres qui resteront à jamais gravées sur notre CV, ne diront jamais la couleur de notre cœur, ni celle de nos sentiments. Car la fierté orgueilleuse, celle d'appartenir à ce club de prétendus vainqueurs, ne constituera jamais une fin suffisante pour nourrir une vie heureuse. Jamais. Voilà, vous l'aurez compris, le premier bilan n'est pas très équilibré, sans doute. Sans doute, m'étais-je trop contenté d'être trop passif. Aussi, je décidai d'être proactif et d'aller chercher dans l'amour cette fin qui me comblerait pour toujours. Alors, dès le mois de janvier, l'amour. Cette force qui fait vriller nos cœurs. L'amour, au goût amer, la mère de toutes les batailles. L'amour, ce jeu de dames, où j'ai d'abord connu plus d'échecs que de go. Oui. L'amour, ce jeu de dames, ce jeu d'ego aussi, où justement parfois il n'y a pas d'état d'âme et de tadam. Alors je cherchais, et puis l'amour nous trouble, quand soudain il nous trouve. Ouais, il nous trouble. Car lorsqu'autrui, cette altérité insaisissable cristallise nos rêves, nos désirs, nos craintes, l'amour, aussi sincère soit-il, n'est pas une fin, mais une feinte. Car autrui est un bandage éphémère et fait mal quand il s'en va. Vient le temps des mascarades, celui où coule le mascara. Hier, je l'enlaçais, très vite elle s'enlaça. Hier, on faisait l'amour, aujourd'hui je fais l'amour. Il y a 2 mois, avec toi, je me souviens, j'avais 2 toits. Aujourd'hui, je ne sais plus où j'habite, ni où mettre... Casé, j'étais encagé, engagé, j'étais encagé. Pourtant, c'était pour ne pas décéder que l'amour, j'avais décidé d'y céder. Mais sidéré ou obsédé comme Médée, je refusais de m'aider et mes démons m'ont dépossédé. Ouais, dépossédé. Car j'avais fait l'erreur de faire de l'amour une fin. Or, en amour, comme ailleurs, il faut savoir faire fi de la fin. Ne pas en faire tout un foin. Aimer autrui non pas comme un besoin, non pas comme une fin, mais pour ce qu'il est, que ce soit tout ou 3 fois rien. Car si autrui est notre besoin, notre amour est notre venin. Voilà, donc ça c'était l'amour. En amour, ma faim de loup donc n'avait toujours pas été rassasiée, et voilà que les jours défilent, février, mars, avril, et qu'un président, pourtant pas si con, finement choisi par les Français, décide justement d'un premier confinement. Enfermés, certains pensent alors à une autre fin. Ouais. La fin de la vie. Lorsqu'atteints par la maladie, lorsqu'ils n'ont plus d'esprit, les futurs défunts rêvent de tout et de rien. Les futurs défunts se demandent
Quelle est la fin des fins? La religion? Peut-être. Ouais, mais alors, si notre salut passe par la religion, nous autres étudiants, en soupape, sommes condamnés? Oui, puisque le seul monothéisme qui règne ici s'appelle l'absentéisme. Pourtant, peut-être ma fin se trouvait-elle dans cette croyance-là. Cette croyance qui nous rappelle que s'il existe une vie après la mort, alors la mort peut avoir le parfum d'un début. Ouais, mais si la fin est un début, peut-être faudrait-il considérer le milieu. Le superflu, celui qui nous rend super fou, amoureux ou amoureux de la vie. Et si ce qui comptait, c'était pas la destination, mais le voyage. Pas la fin du film, la beauté des images. Et puis le milieu où on ne pense pas à la fin, aux questions, aux examens. Au milieu, on se plaint. Avec liberté, avec les mots, l'émotion, et j'en suis sûr, sans motion de censure. Pourtant, malgré le milieu, vous me direz, mon texte, comme toute chose, aura une fin. Une fin qui me rend toute chose. À cela, je réponds. Qu'importe la fin. Qu'importe la fin de nos textes. Si on a permis de donner aux mots un sens unique, un sens interdit. Qu'importe la fin d'année si on a forgé de nouvelles amitiés. Et qu'importe la fin d'amour, si on l'a ressenti en parcours. La fin n'est pas toujours heureuse, chère La Fontaine. Parfois, elle n'a rien de fabuleuse. Parce que le fin mot de l'histoire, c'est que justement, pour être heureux, il faut prendre le risque de souffrir, parfois en vain, d'accepter que les plus belles choses puissent prendre fin, parce que c'est justement ça qui en fait la beauté. Car, dans un discours, comme en amour, il faut parfois tout arrêter, pour peut-être demain, un jour, ou jamais, tout recommencer.